Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bruno Retailleau a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 pour l'alerter sur les propos inacceptables, dit-il sur Sud Radio, de Rima Hassan. Le Hamas a une action légitime. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre. Rima Hassan a obtenu la nationalité par naturalisation en 2010. Oui. Je considère aujourd'hui que cette naturalisation est indue. Rima Hassan, en défendant des organisations terroristes islamistes qui menacent jusqu'à la France, et qu'à ce titre, elle devrait se voir déchoir de la nationalité française. Bruno Retailleau a saisi la procureure de la République pour apologie du terrorisme après les propos de Rima Hassan hier sur Sud Radio, et la députée européenne LFI a confirmé la légitimité de la lutte armée à propos du Hamas. Alors parlons vrai, peut-on parler ainsi du Hamas? Et à la question du jour, Retailleau a-t-il raison de saisir la procureure contre Rima Hassan pour ses propos sur le Hamas? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Maître Basile Ader sera avec nous, en tout cas il est avec nous, avocat en droit de la presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. La question de Sud Radio mérite une double réponse, à la fois sur le plan politique et sur le plan juridique. Sur le plan politique, je pense que Bruno Retailleau, en quelque sorte à titre symbolique, a bien fait, au nom de l'article 40, de saisir la procureure de la République, parce que les propos de Rima Hassan, pas seulement ceux que vous évoquez, mais d'autres concernant les petits-enfants assassinés, heurtent le bon sens et la dignité humaine. Sur le plan juridique, que ce soit au niveau du parquet ou du tribunal correctionnel, s'il y avait un renvoi de celle-ci pour infraction, je ne suis pas persuadé qu'elle serait condamnée, dans la mesure où elle pourrait naturellement se réfugier et sa défense derrière l'argument d'une sorte de liberté politique, de démonstration qui, aussi choquante qu'elle soit, reste, me semble-t-il, dans les limites du débat politique, fût-ce le plus odieux du monde. Emmanuel Abramovitch. Dans le cadre du BNVCA, Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme, vous imaginez bien que nous sommes saisis depuis très longtemps par le cas de Rima Hassan. Pour répondre à ce qu'évoquait votre invité à l'instant, il faut dire que bon nombre de plaintes, la majorité des plaintes que nous avons déposées à son encontre, sont classées sans suite. Donc son impunité n'est pas liée que au fait que ses propos ne portent pas atteinte à l'intégrité des gens ou des idées. Elle n'est pas touchée par la justice, parce qu'elle en est protégée par la justice qui devrait la condamner. Tom Conan. Alors, moi, j'ai absolument pas de connaissances techniques sur le sujet en termes de droit de la presse, donc je donne mon avis en tant que citoyen. On a notre expert qui est maître Basile, donc c'est très bien. Ce sera. Mais après, moi, je pense sur le fond, sur un plan des principes, je pense qu'elle a tout à fait raison de parler d'un principe de résistance à une occupation. Je pense, en tout cas, pour les territoires occupés. Il n'y a pas d'Israéliens à Gaza depuis 2005. Oui, mais sur la question de la colonisation de certains territoires occupés, qui semble-t-il continue, et à ce sujet, Netanyahou est très critiqué, y compris d'ailleurs par beaucoup d'Israéliens et par beaucoup de Juifs de la diaspora, notamment aux États-Unis, notamment en France, etc. Donc il y a tout ce sujet évidemment qu'il s'agit de remettre en perspective. Et je suis loin de résumer la chose en deux phrases évidemment. En revanche, je pense qu'il faut quand même bien séparer la question d'une résistance par principe, et ensuite une résistance armée. C'est deux choses tout à fait différentes. Une résistance dans les idées, une résistance sur le terrain politique, sur le terrain juridique, sur le terrain humanitaire, etc. Moi, je suis absolument pas favorable à ce que cette résistance, ou à ce que quelconque résistance d'ailleurs, soit armée, bien entendu, soit violente. Maître Basile Ader, alors déjà, on a parlé de l'article 40. C'est Bruno Retailleau qui a fait un signalement au titre de l'article 40. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tous l'article 40, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche? C'est un article qui contraint tous les fonctionnaires, lorsqu'ils ont connaissance de leur point de vue de la commission d'une infraction, d'en alerter les autorités, en fait, d'en saisir le procureur. Donc c'est à ce titre-là que c'est ce qu'on appelle un signalement. Et ensuite, le procureur apprécie tout à fait librement si c'est ou non une infraction et si c'est opportun de poursuivre.
D'accord, donc c'est à la décision du procureur. Allez-y. Voilà. S'agissant du discours apologétique, il est toujours compliqué à appréhender. Philippe Bilger pourrait vous le dire parce qu'il a longtemps requis devant la chambre de la presse et il le faisait d'ailleurs avec beaucoup de talent et d'intelligence. Il a fait ça y est, ils viennent prendre 1 mètre de haut là. Non, pour une fois, je l'ai affronté à plusieurs reprises, c'est pour ça que je vous dis ça. Une mimique qui laissait penser que j'étais modeste. Il l'a décollé du sol. Allez-y, maître. Oui, je disais que la limite entre le discours apologétique et la liberté d'opinion, surtout sur un sujet d'intérêt aussi général que le conflit au Proche-Orient et les événements depuis le 7 octobre, laisse nécessairement un plus grand espace à l'expression des opinions. Et donc, le juge doit apprécier au cas par cas. Et c'est pas parce qu'il y a une émotion publique ou parce que ce serait telle personne qui est plutôt connue pour des positions très tranchées, voire contraires à la loi, notamment sur le terrain de l'antisémitisme, que parce que c'est elle qui parle, nécessairement son propos, en l'occurrence, serait apologétique. On doit l'apprécier in abstracto, c'est-à-dire voir si c'est ou non une apologie, c'est-à-dire une approbation sans réserve d'un fait qui est, en l'occurrence, qualifié de terrorisme. Philippe Donc là, j'ai entendu qu'elle prenait tout de suite une mesure en disant « mais j'ai toujours contesté ou condamné certains actes ». C'est tout de suite la réserve qu'elle veut mettre au fait qu'il ne faut pas interpréter. Donc on est à mon avis, moi je me garderais d'apprécier aujourd'hui ce qu'un tribunal pourrait dire, mais on est à mon avis dans la limite qui ferait que il n'est pas impossible que le procureur ne poursuive pas. Parce que dans un dossier aussi emblématique, aussi médiatique, c'est aussi quelque chose que Philippe Bilger pourrait vous confirmer, le procureur qui engage les poursuites doit être assez certain de réussir. C'est pas un dossier lambda qui, dit tiens, on va voir ce que le tribunal en dit. Il faut ensuite soutenir l'accusation et être tout à fait certain de son coup. Ouais, je rejoins absolument Maître Adair et je ne suis pas en général un spécialiste de la rhubarbe et du séné. Mais ce qu'il a dit est tout à fait pertinent et pour rester sérieux, et je réponds un peu de manière anticipée à l'effervescence que je devine chez notre ami Emmanuel, toute indignité politique n'a pas forcément une qualification pénale. Ouais. Et je crois volontiers ce qu'a dit Maître Adair, c'est-à-dire que le parquet pourrait classer parce que évidemment c'est les propos de Rima Hassan poussent jusqu'à leur extrême limite, ce qui relève encore à mon sens du débat politique sur un registre international, même s'il peut choquer, et ça n'est pas quelque chose qui relèverait de la loi pénale, mais on peut parfaitement se tromper tant le droit de la presse est ductile et parfois surprenant. Je voudrais savoir dans quelle mesure on est dans le débat quand on essaye de faire croire que des terroristes sont des résistants. Moi, je connais relativement bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la résistance en France. Il ne me souvient pas que dans quelques pays limitrophes de la France, les résistants se soient exportés pour massacrer les gens. Ils ont défendu leur territoire, ils ont résisté contre l'envahisseur. Ça, c'est contre des militaires envahisseurs. Et en plus contre des militaires qui étaient envahisseurs. Là, il s'agit de pseudo-résistants qui sont allés franchir une frontière pour assassiner des civils. Ça, c'est le point essentiel. Je vous coupe. Maître Basile Adair. Ça, personne ne le discute. Aujourd'hui, et ça a déjà été jugé à plusieurs reprises s'agissant des événements du 7 octobre, ce qu'a fait le Hamas à cette occasion est qualifié de terrorisme. Là, il n'y a pas de discussion. En droit français, au regard des décisions qui ont été prises, c'est qualifié comme un acte de terrorisme. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'elle en fait à cette occasion, sur ces propos-là, ceux pour lesquels le ministre a saisi la procureure, elle en fait ou non une apologie.
Ouais, voilà. La question que je me posais, Maître, c'est effectivement sur la distinction qu'il peut y avoir, par exemple, entre un discours intellectuel, une discussion sur ces sujets qui sont extrêmement nombreuses. Par exemple, sur YouTube, il y a beaucoup d'émissions, de podcasts qui reviennent sur ces thématiques avec des avis parfois qui sont très tranchés de part et d'autre. Et une personne qui est effectivement une responsable politique, comme c'est le cas de Rima Hassan. Est-ce qu'effectivement la qualification n'est pas la même selon qu'on est purement un intellectuel, une personne qui donne son opinion, ou un responsable politique de premier plan, comme c'est son cas? Maître Hader. C'est une très bonne question parce que le responsable politique a des responsabilités particulières parce qu'il est une voix et qui porte la voix des citoyens dès lors qu'il est un élu, mais aussi parce qu'il est une personnalité politique. Il a vocation à pouvoir dépasser certaines limites, précisément parce qu'il est porteur dans le débat public de certaines opinions. Et donc la Cour européenne, qui juge en dernier ressort nos affaires, lui a toujours reconnu un espace de liberté plus grand qu'un citoyen lambda comme nous sommes tous ici. Mais avant d'aller au 0826 300 300, Jean-Marie Le Pen avait été condamné par les tribunaux pour avoir dit que l'occupation allemande n'était pas si inhumaine. Est-ce que dire que l'action du Hamas n'est pas est légitime du point de vue du droit international, c'est pas un peu, on va dire, blanc bonnet et bonnet blanc pour faire... Il y a évidemment de la jurisprudence qu'on trouvera dans tous les sens. La dernière affaire un peu emblématique sur le terrain de l'apologie, c'est Dieudonné qui a été condamné parce qu'il avait dit au lendemain des attentats de janvier au Charlie Hebdo, je suis Charlie Koulibaly. Oui, effectivement. Ouais. 7 janvier 2015. C'est une façon de dire, voilà, j'approuve ce qu'il a fait. Vous avez la France qui a été condamnée parce que les juridictions françaises avaient condamné le général Ossarès lorsque dans son livre il avait écrit que si c'était à refaire, il aurait torturé. Il approuvait implicitement le fait que les soldats français aient eu besoin de torturer. Alors c'était pas l'apologie de terrorisme, mais l'apologie de crimes de guerre, et qu'il le referait. Et donc il y avait une forme d'approbation de ce qui avait été fait, d'approbation d'un crime de guerre, et donc les juridictions françaises, à toutes les instances, jusqu'à la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'ont condamné. Et la Cour européenne a condamné la France en disant que c'était un libre débat historique et qu'il fallait resituer ses propos pour accepter qu'on puisse reconsidérer 40 ans, ce qui s'était passé 40 ans plus tôt et qu'on ne pouvait pas condamner de ce chef. Donc si vous voulez, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Et le procureur, dans ces affaires-là, il sait toute la subjectivité qu'il peut y avoir dans l'appréciation de ces choses. Philippe Bilger disait que le droit de la presse est souvent surprenant, mais parce que précisément, il va émerger des débats devant la juridiction, des choses quelquefois inattendues et qui font qu'on reconsidère les choses. En tout cas, c'est une juridiction qui juge avec beaucoup de temps et de sagesse et au terme d'un débat particulièrement soigné et respectueux du contradictoire. Surtout depuis que Bilger a pris sa retraite, théoriquement. Il était redoutable, mais il prenait souvent fait et cause pour le prévenu. Donc c'était souvent, il se jouait en avocat de la défense. Mais pour répondre là aussi à nouveau, Emmanuel, ce qui peut vous choquer, c'est l'idée que dans un débat de cette nature, on puisse ne pas admettre qu'il y ait une vérité unilatérale. Non, moi, c'est ce qui... Non, mais notamment, et c'est peut-être ça qui peut entraîner ou un classement sans suite, ou bien une relaxe de la part du tribunal, par le fait que ce qui vous indigne sur le plan intellectuel historique, eh bien, peut être perçu comme tout simplement une contradiction qui a le droit d'être formulée, aussi indigne qu'elle soit, notamment lorsqu'elle concerne les enfants ou l'attitude du Hamas. Oui, mais cette timidité judiciaire ou des politiques qui pourraient se saisir au travers de l'article 40, au prétexte d'une liberté de parole, au prétexte que vous avez parfaitement évoqué, vous aveugle quant au fait de la stratégie langagière et sémantique. Je vais être précis. Au lendemain du 7 octobre, où nous avons dit qui assassine qui en dehors de ses frontières, apparaît un terme qui est un contrepoint
émotionnel fort et qui transforme la victime en bourreau, c'est l'appellation, le terme de génocide. Et d'un seul coup, ceux qui sont victimes deviennent des génocidaires. Et c'est là que je m'insurge contre les propos de notre invité et même les vôtres, mon cher Philippe, parce que cette façon de considérer le propos vous interdit de prendre le recul nécessaire et de comprendre qu'il s'agit bien d'une stratégie qui va bien plus loin que l'événement du 7 octobre. L'objectif dans l'utilisation de termes de génocide, c'est bien sûr de faire passer la victime pour un bourreau, mais c'est aussi de vider de son contenu, de son substrat, ce qu'est vraiment un génocide. Et ça, c'est plus grave. Un mot, Tom. Oui, alors non, ce que je veux dire, c'est que il devrait quand même être possible de dire à la fois que le 7 octobre a été un massacre sans nom, ignoble, il n'y a aucun mot pour le décrire, c'est glaçant, c'est traumatisant, on n'en parlera jamais assez, et en même temps dire que la riposte ensuite d'Israël a été, je pense que tout le monde mais a été disproportionnée, totalement disproportionné, et c'est de ce point de vue-là, je ne rentrerai pas sur le débat génocide, pas génocide, mais il me semble quand même qu'il devrait être possible de dire ces deux choses en même temps. Il me semble pas que le manichéisme devrait nous pousser jusqu'à soit renier la première partie de ma phrase, soit la seconde. Très très court, Emmanuel. La guerre se serait arrêtée en 24 heures si le Hamas avait rendu les otages. Point à la ligne. On part au 0826 300 300. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, vous en pensez quoi? Moi, j'ai toujours, depuis toujours, une vision un peu gaulliste. Le général de Gaulle disait à ses ministres, votre première priorité, c'est la France. La seconde, c'est l'État. Et la troisième, c'est le droit, s'il ne contrevient pas aux deux premières priorités. Alors, si je rapporte ça à Madame Rima Hassan, je dirais qu'elle est députée européenne de la France. Elle représente donc la France au Parlement européen. Donc, pour moi, elle doit porter la parole, bien sûr, des gens qui l'ont élue, mais de par sa fonction de députée de la France au Parlement européen, elle porte aussi quelque part la parole de la France. Or, quand j'entends ces propos, je me dis, ça peut pas être la France qui parle comme ça. Sinon, on a cassé quelque chose à un moment, ces dernières décennies, dans l'approche que la France, elle a vis-à-vis des États, des autres États, des relations avec les autres États, des situations dramatiques dans les autres États. La France, elle doit porter une parole qui est une parole qui doit être issue des Lumières, qui est une parole d'humanisme. Et les propos de Madame Rima Hassan sont très loin de ça. Et comme je reprends le mot de Monsieur Bilger, ils sont indignes, ces propos. Et elle fait preuve d'indignité. Et je crois que les responsables politiques doivent se poser la question de la situation de Madame Rima Hassan par rapport à la France. Alors, merci beaucoup Frédéric, vous restez avec nous. Le mot de la fin, Maître Basile Adair en 40 secondes. Le mot de la fin, c'est que c'est au tribunal de dire que j'entends bien les indignations et je peux les partager. Soyez-en certains sur mon appréciation de tous ces événements. Bien sûr que si on avait rendu les otages le lendemain, il ne se serait rien passé. Tout le monde en est bien convaincu. Je veux simplement attirer l'attention, et je rebondis sur ce qu'a dit Philippe Bilger. Le libre débat public, c'est accepter une parole contraire à ce qu'on pense profondément. C'est le mot de Voltaire. Je combats vos idées, mais je mourrai pour que vous puissiez les exprimer. Et je finirai juste par cette formule de la Cour européenne qui est très ancienne. C'est un des premiers arrêts fondés sur l'article 10. La liberté d'expression vaut non seulement pour les idées et les informations accueillies favorablement, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population. C'est un état mature que celui qui accepte qu'on dise quelque chose qui heurte profondément les autres. C'est la démocratie. Merci beaucoup. Merci. Maître Basile Adair. Beaucoup d'avoir été avec nous, avocat en droit de la presse. Frédéric, pour faire retomber un petit peu l'émotion dans un instant et la remonter d'une autre façon avec le qui c'est qui l'a dit, vous allez rester avec nous. On va faire une petite pause et on va revenir bien entendu dans un instant avec nos vraies voix du jour ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai.